Bienvenue dans toutes les France. À 3 mois de l'élection présidentielle française, est-il possible d'unir tous nos concitoyens autour d'un projet commun? Quel sens prend la nation française aujourd'hui? Débat avec nos invités. François Durper, tout d'abord. Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis, directeur du site pluricitoyen.com. Vous avez écrit un ouvrage riche de sens. Nous sommes tous la France, qui rappelle d'ailleurs étrangement le titre de cette émission, publié aux éditions Philippe Ray. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, monsieur Michel Vivorca, vous êtes sociologue et vous avez écrit pour la prochaine gauche, publié aux éditions Robert Laffont, une interrogation de ce que devrait être la gauche aujourd'hui. On va en parler avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. De l'autre côté du plateau de toutes les France, Yves Tréhard, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du quotidien Le Figaro. Ravi de vous retrouver. Ça faisait un certain temps que vous n'étiez pas venu dans toutes les France. Et à vos côtés, Éric Brunet, vous êtes polémiste, essayiste et vous avez écrit un ouvrage qui fait grand bruit. Vous êtes très présent dans les médias ces jours-ci. Pourquoi Sarko va gagner, publié aux éditions Albin Michel. François Durper, nous sommes tous la France. Vous dites qu'on parle de beaucoup de choses, d'économie, de mesures, mais qu'il n'y a pas de projet qui raviverait le sens de la nation aujourd'hui. Quand on a décidé de faire qu'il y ait une élection présidentielle et ensuite de faire en sorte que ce sont les Français qui décident qui va incarner le pays pendant 5 ans, on pourrait au moins parler de la nation. C'est presque tautologique. Une élection nationale parle de la nation. Ce que nous sommes. Oui. Là, on parle des moyens de vivre ensemble. Et quand il y a plein de problèmes sur les moyens de vivre ensemble, on comprend qu'on soit dans la société, qu'on ait les yeux rivés sur la société. Derrière la société, il y a la nation. Et la nation est toujours en amont de la société. Je donne un exemple très simple. Quand 1945, quand on fait la Sécu, c'est parce qu'on s'est battu dans la résistance. Il y a quelque chose qui s'est... Un exemple géographique, Obama fait l'assurance santé, programme de gauche pour l'Amérique. C'est qu'avant, depuis 2004, il dit aux Américains, nous ne sommes pas des Blancs, nous ne sommes pas des Noirs, nous sommes les Américains. Pourquoi? Parce que les solidarités naturelles, c'est les solidarités familiales. On donne à ses enfants, on donne à ses... Mais des solidarités en dehors de la famille, il faut les justifier. Donc il faut justifier qu'on ait une famille. Et cette famille, aujourd'hui, elle n'existe pas. La France... Vous dites une et indivisée, point d'interrogation, c'était notre projet en 1789, c'était dans la Constitution dès 1791, une et indivisible. Aujourd'hui, on n'est pas tellement un et indivisible. Il n'est pas traduit dans la réalité. Vous voyez, aujourd'hui, on parlait des territoires perdus de la République, mais on peut parler aujourd'hui des territoires oubliés de la République. Vous allez on a fait un tour de France de la mobilisation populaire. Ouais. Vous allez à Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois, c'est là où sont parties les révoltes urbaines de 2005. Vous avez des gens qui vous disent, voilà, on a un ascenseur, ça fait des mois et des mois que cet ascenseur, il n'est pas réparé, on a mis en place un système de poulies. Voilà, comme au Moyen-Âge. C'est du concret, vous imaginez, c'est à la fois très concret, politique. Mais c'est aussi se dire, c'est de la politique, et la politique c'est tout, c'est à la fois parler des moyens, mais c'est aussi parler du sens. Qu'est-ce qui fait que nous sommes... Mais la politique sans discours, c'est un peu embêtant. Et souvent, on dit, mais la politique, parlez-nous de faits. Quand on fait des enquêtes concrètes auprès des Français, ils disent, on ne veut pas simplement que vous nous disiez quelle solution technique on va apporter à telle chose. On veut aussi la fierté. Ils ont besoin de solutions concrètes. Mais ils ont aussi besoin de parler de la nation. Ils ont aussi besoin de savoir. Mais c'est très concret. Si vous ne dites pas que votre voisine, c'est une Française comme vous êtes dans la situation de gens qui vont se dire, pourquoi je donnerais de l'argent à une personne qui serait mieux dans son pays d'origine? Pourquoi Marine Le Pen est si haut? Et moi, Éric Bonnet, je suis d'accord, mais j'aurais fait un livre, pourquoi Le Pen va gagner? Pourquoi Marine va gagner? Peut-être pas en 2012, mais elle a déjà gagné, parce que pendant 1 an, on va se poser la question de savoir si elle est au 2e tour. C'est déjà mieux que son papa. Pourquoi? Parce qu'elle peut dire, en janvier, sans que personne la contredise, je suis la seule candidate de la nation. Et en face, il y a des gens qui disent elle est méchante, on essaie de la rediaboliser. C'était le Nouvel Obs en juin qui a fait un numéro spécial. Pourquoi elle est toujours dangereuse? Et plutôt que de dire elle est méchante, il faudrait dire pourquoi elle a tort. C'est-à-dire qu'elle met en place un logiciel politique qui consiste à mettre de côté l'opposition droite-gauche. C'est pas droite-gauche, c'est d'un côté la nation et de l'autre côté le monde. Et ce logiciel politique, il est redoutable parce que si face à ce logiciel politique, on ne dit pas non, il y a quelque chose d'autre. Il y a effectivement 2 nations face au monde. Il y a 2 visions de la nation face au monde. Et si pied à pied, on ne lui dit pas voilà quelle est notre vision de la nation, eh bien, sky is the limit pour Marine Le Pen. Michel Vivorca, le sens de la nation est central dans le cadre d'une élection comme
l'élection présidentielle? Bien entendu. Je pense simplement que nous sommes dans un pays qui a longtemps vécu avec l'idée que la nation, l'État, la société, tout ça, c'était dans une correspondance très forte, très étroite, et dans un pays où la question de la nation se posait peu, ou moins qu'aujourd'hui, et non pas plus, ça se posait moins, parce qu'il y avait moins le sentiment qu'aujourd'hui que la nation est affaiblie, menacée. Alors menacée par quoi? Affaiblie par quoi? Là, on rentre, je pense, dans la discussion du dedans et du dehors. Les Français, plus que n'importe quelle autre population d'Europe, se sentent menacés par la mondialisation. Les Français sont inquiets dans l'ensemble de plus en plus, ou en tout cas moitié-moitié, Maastricht, en ce qui concerne la construction européenne. Donc ce sentiment que la menace vient du dehors, ce sentiment que l'immigration en rajoute, tout ça sur fond de crise économique, financière. Bref, il y a toutes sortes d'inquiétudes du dehors, du dedans, qui font qu'aujourd'hui, ce qui est une communauté qui devait correspondre parfaitement à un État et à une société, un, est affaibli, et deux, ne correspond plus tellement ni aux catégories de la vie politique, ni aux catégories de la vie sociale. Voilà un peu comment je verrais le problème. Yves Tréhard. Écoutez, moi, je n'ai pas ce sentiment que la nation soit en état de déliquescence. Je pense que la nation, elle demande à être réveillée. Et on voit d'ailleurs que cette élection-là est très différente de l'élection précédente. Pourquoi? Parce qu'on était dans un modèle d'élection en 2007 qui était justement avec deux candidats qui ne correspondaient pas, je dirais, à la culture française. Vous aviez un candidat qui nous emmenait vers un modèle anglo-saxon. On en a vu les limites. Et vous en avez une autre qui avait un caractère christique, qui séduisait, mais qui inquiétait aussi. Or là, ce qui est intéressant chez tous les candidats, il y a la volonté, justement, d'incarner, de réincarner un sentiment français. C'est vrai chez Marine Le Pen, mais c'est son fonds de commerce. C'est vrai chez François Hollande, on le voit très bien. Il en appelle au man de Léon Blum, au man de François Mitterrand, et on ne peut plus français. Et on le voit aussi chez François Bayrou. François Bayrou, c'est produire français, c'est produire en France. Et il incarne, je dirais, cette espèce de sensualité paysanne dont Jean Cau parlait à propos de Georges Pompidou. C'est-à-dire que c'est un homme qui vient de la province, des territoires, et qui incarne cette méritocratie à la française. Pour ce qui est de Nicolas Sarkozy, on va voir qu'il nous dit, pour le moment, il prend des mesures d'urgence qui sont des mesures de président de la République, mais il ne nous a pas donné sa notion de candidat à la présidentielle. Donc je n'ai pas le sentiment que la nation soit menacée, même par ses composantes. Simplement, je pense que ce qu'on veut retrouver, c'est une espèce de patriotisme. Mais que le sentiment national, il existe encore. Il existe chez tout le monde. Mais vous admettez qu'il a besoin d'être réhabilité, que les candidats actuels le font. Si vous voulez, au modèle du Conseil national de la résistance, eh bien, on cherche un substitut, on cherche à le relancer, ce modèle-là. Qui va nous le relancer? Je ne sais pas. Et c'est vrai que ce modèle est abîmé. Il est abîmé par la mondialisation, il est abîmé par l'Europe, mais cette Europe qu'on a voulu. Eh bien, il faut retrouver un nouvel élan dans ce contexte-là. Éric Brunet, vous tentez un peu sur les plateaux de télé de relancer le thème de la nation française aussi. J'ai un peu le sentiment qu'il y a la réalité et qu'il y a un trompe-l'œil. Effectivement, j'entends sans arrêt le grand lamento, les grandes jérémiades, on se roule par terre, la nation se meurt, le sentiment national. Regardez, vous Français, vous avez engendré Pétain, voilà ce qu'on nous dit en substance. Eh bien, vous êtes en train de briser cette nation, vous implémentez le racisme social dans la nouvelle France du 3e millénaire. Bon, à longueur de journaux, c'est peut-être un peu vrai, il y a de la souffrance en France, mais enfin bon, regardez les chiffres de l'INSEE, la situation sociale en France en 2012 n'est pas pire qu'en 1970. Donc il faut aussi, prendre un tout petit peu de distance par rapport à ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on oublie une chose, c'est que le peuple français a plutôt été exemplaire sur ces questions, et j'irai plus loin, même c'est peut-être sur ces questions-là un des plus remarquables du monde. La France est le premier pays de migration portugaise d'Europe, espagnole, polonaise, italienne et des tas d'autres pays. On me dit que c'est le premier pays noir d'Europe, musulman d'Europe, juif d'Europe. Donc bref, sur toute cette diversité, que ce soit religieux ou provenance ethnique, je dis tout ça est assez noble et à mettre plutôt au crédit des Français. Je dis même bravo
Bravo. Voilà. Et à côté de ça, je vois, au prétexte que Marine Le Pen, qui est créditée d'un score assez haut, d'ailleurs, il faudrait s'interroger, est-ce que ce score est uniquement le reflet du ras-le-bol de la politique d'immigration? J'en suis pas convaincu, je ne suis pas convaincu qu'il y ait que ça. Mais en tout cas, on nous dit, regardez, Français, soyez honteux, battez votre coulpe, voilà ce qu'est la France, totalement déglinguée du 3e millénaire. Eh bien écoutez, moi je ne sais pas, je vis en banlieue parisienne, une banlieue qui est ni pauvre ni riche. Ben, je vais vous dire, je fais pas ce constat du tout catastrophiste. Je trouve même, puisque j'ai la parole, il y a quelqu'un qui a essayé de s'attaquer à ce dossier. Excusez-moi de remettre les affaires qui font mal sur le tapis, mais il s'appelle Nicolas Sarkozy, et ça s'appelait le débat sur l'identité nationale. Que beaucoup de ces ministres considèrent comme l'échec du quinquennat. Oui, mais c'est tellement regrettable. Ou alors, je n'ai pas compris. Moi, l'idée qu'on fasse un débat sur l'identité nationale, que tout le monde vienne avec ses billes, que les gens de gauche viennent, que les gens de droite viennent, qu'on mette dans cette réflexion tout ce qu'on avait envie de mettre, me paraissait pas totalement incongru. Alors, ça a été apparemment piraté, c'était pas bien, puisqu'il paraît qu'il allait chasser sur les terres du Front National, c'est ça l'explication que la presse en a donnée, c'est écoutez, ça. en parlant de piratage, on va revenir justement sur la célébration du 600e anniversaire de Jeanne d'Arc, avec justement la présence du président de la République. On se retrouve juste après, regardez. Une transition, là. Et oui, j'en ai profité, Eric. C'est la première fois qu'un président de la République visite la maison natale de Jeanne d'Arc. Nicolas Sarkozy a donné le coup d'envoi des commémorations du 600e anniversaire de la naissance de la bergère de Domrémy. Il s'est ensuite rendu à Vaucouleurs, d'où Jeanne d'Arc lança sa campagne contre les Anglais. Le chef de l'État a choisi de célébrer la résistante, se défendant de toute arrière-pensée politique. Jeanne n'appartient à aucun parti, aucun clan en France, mais je pourrais même dire que Jeanne, c'est encore au-delà de la France. En tant que chef de l'État, je me devais de rendre aujourd'hui, ici, sur sa terre de naissance, cet hommage solennel. Hommage sévèrement critiqué par Marine Le Pen. Le Front National célèbre Jeanne d'Arc chaque 1er mai. Le parti en a fait l'un des symboles de son discours contre l'immigration. Je me réjouis, moi, de voir que le Front National est si puissant, somme toute, qu'il force, qu'il oblige le président de la République à rendre hommage à cette grande figure qui appartient à tous les Français et dont le président de la République ferait bien de s'inspirer. La gauche, elle, fustige l'utilisation que font la droite et l'extrême droite de ce personnage. Si vous voulez faire par exemple de Jeanne d'Arc le symbole de l'unité nationale, vous pouvez vous dire peut-être je ne devrais pas passer ma vie à diviser les Français entre eux. C'est par exemple ce qu'a fait M. Sarkozy depuis 5 ans, ce que fait le Front National, qui passe sa vie à désigner des boucs émissaires. Après Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, Marine Le Pen célébrera ce 600e anniversaire demain à Paris, avec l'espoir que les voix de Jeanne d'Arc se retrouveront dans les urnes. Michel Vivorca, il y a une nécessité de s'approprier justement les symboles de la nation. Écoutez, moi je trouve ça assez cocasse et assez triste en réalité. Bon, Jeanne d'Arc, c'est un peu comme la 9e symphonie de Beethoven, comme l'hymne à la joie. Tout le monde se l'est approprié à un moment ou à un autre, la gauche, à droite, à l'extrême gauche. Ça faisait un certain temps quand même qu'elle était un petit peu la priorité du Front National. On n'a pas besoin de construire une Jeanne d'Arc plus ou moins artificielle pour mettre en avant une politique européenne, internationale, française, économique, sociale, etc. Ça ne me semble pas du tout une nécessité. Bon, et donc, on vient dire, ma politique étant ceci, cela, je me reconnais dans Jeanne d'Arc qui, écoutez, moi je trouve que ça n'est pas très sérieux, et j'ajouterais ceci, je trouve qu'on fait faire... tout ceci s'inscrit dans une logique qui affaiblit l'histoire comme récit national. C'est-à-dire que, après tout, les affaires de génocide, après tout, ce qu'on vient de voir sur Jeanne d'Arc, et on pourrait trouver bien d'autres exemples, où finalement, au lieu que ce soit les historiens qui disent la vérité historique, ou en tout cas l'état des connaissances historiques, on vient vous dire, alors un coup c'est Jeanne d'Arc, un coup c'est Léon Blum, un coup c'est Jean Jaurès, et on vit dans un monde où il n'y a plus le sérieux de l'histoire, je vais le dire comme ça, ni le sérieux de l'histoire, ni, comment dirais-je, la capacité à amener des discours politiques très clairs. Voilà pourquoi je trouve ça à la fois cocasse et un peu triste. Moi, je suis d'accord avec ça. Je voudrais revenir sur l'identité nationale. L'identité nationale, c'est pas aux politiques de poser le débat. Les politiques, ils sont là, il y a des problèmes, ils apportent des solutions.
Ils sont dans le concret, dans la vie quotidienne. Et pourquoi le débat sur l'identité nationale, qui n'est pas un mauvais débat, mais qui n'est pas un débat à poser par les politiques, ne peut pas marcher? Parce que vous ne pouvez pas lui apporter une solution concrète. Qu'est-ce qu'on fait après le débat? On adopte une loi? Pour dire quoi? Pour dire quoi? Et ça a été la grande erreur. Il peut être initié par le politique, mais prise en main par le politique. Non, mais prise en main par les historiens, les chercheurs, les spécialistes. Vous travaillez à l'unité nationale, à l'identité nationale, qui n'est pas un gros mot, contrairement à ce que beaucoup ont dit, par votre politique au quotidien, hein, par la façon dont vous résorbez la délinquance, effectivement, dans les territoires dits perdus de la République, la façon dont vous réglez les problèmes de misère dans les banlieues, dans certaines banlieues, dans les problèmes où vous réglez le problème des agriculteurs, qui pour beaucoup d'entre eux, quand ce ne sont pas des gros agriculteurs qui bénéficient de la politique agricole commune, eh bien, vous réglez leurs problèmes. C'est comme ça que vous gardez la nation unie. Mais ce n'est pas en posant des débats avec des concepts qui sont des concepts qui, pour certains, passent complètement au-dessus de la tête des gens. Je mets ça au même niveau que l'histoire des lois mémorielles, qui sont un véritable scandale. Et je dirais que l'histoire des lois mémorielles, le dernier exemple en date, c'est celui de l'Arménie, où la gauche et la droite sont pour cette loi, qui est une aberration. La loi qui pénalise la négation du génocide arménien. Une aberration totale, hein, qui mêle le droit et la morale. Enfin, c'est un fourre-tout dans une histoire, d'ailleurs, qui ne nous concerne pas. Hein. Il faut arrêter de jouer avec ça, parce que c'est en jouant avec ça que, eh bien, c'est contre-productif, justement. Et les hommes politiques, de quelque bord qu'ils soient, arriveront à maintenir et à garantir une unité nationale à partir du moment où ils auront à présenter à leur peuple un projet collectif. Et ça, ce terme de projet collectif, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas. Hein. Et deuxièmement, en travaillant au quotidien à préserver cette unité-là, mais pas en faisant de la philosophie, de l'histoire ou de la sociologie. Surtout pas. Alors, un peu plus concret, donc, François Durand. Oui, moi je ne suis pas d'accord. Je pense que le politique, il doit s'emparer de ces sujets-là. Et je pense aussi, sans faire de catastrophisme, qu'il y a une question nationale, une question d'identité nationale dans notre pays. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est né en France, qui a fait toute sa scolarité en France, qui ne parle que la langue française, qui n'est jamais allé dans un autre pays que la France, ou une fois en vacances peut-être dans le pays d'origine de ses parents, préfère se dire sénégalais, malien ou algérien que français. Ce n'est pas faire du catastrophisme que de dire qu'il y a sans doute un problème au niveau du modèle d'intégration qu'on a loué pour les fils d'Italiens, les fils de Hongrois. L'un est président. Mais alors, surtout, ça veut dire quoi? Ça, c'est un constat qui a été fait, mais les solutions n'ont pas été trouvées. Il y a un constat. Ouais. Et moi, pour ce qui est des solutions, je ne pense pas, contrairement à Yves, qu'il suffit de trouver des emplois, même si je suis tout à fait d'accord que si on réglait le problème de l'emploi, ça serait ça. Mais on confond l'insertion et l'intégration, l'assimilation, osons le mot. C'est pas la même chose. Si quelqu'un qui a 25 ans et qui dit « je suis sénégalais » alors qu'il est né en France et qu'il a des papiers français, c'est pas parce qu'il a un stage ou même un emploi qu'il va se sentir plus français. C'est deux choses radicalement différentes. Comment on fait? Exemple, je parle pas de loi mémorielle, mais il y a bien une chose qu'il faut quand même déterminer. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Est-ce qu'à l'école, on enseigne, par exemple, qu'on est français? Ça, c'est une question importante. Ou est-ce qu'on enseigne, et ça peut être un autre choix, en cours d'histoire, par exemple, l'esprit critique, le fait d'être citoyen du monde, etc. Moi, je pense qu'on peut faire les deux. On peut enseigner l'esprit critique, mais on peut, comme sous la Troisième République, enseigner aussi à être français. Parce que, je donne un exemple tout simple. Pendant très longtemps, on a parlé du défaut d'intégration de certaines communautés. Alors, je pose la question, pourquoi Ibrahim, sénégalais, qui est aux États-Unis, a un enfant qui dit « je suis américain » et pourquoi son frère, Moussa, qui est en France, a un enfant qui dit « je suis sénégalais » C'est bien que le problème, ce n'est pas les Sénégalais qui vont d'un côté en France et puis de l'autre côté aux États-Unis. Le problème, c'est qu'entre les deux, il y a une école différente. Aux États-Unis, désolé, c'est pas un modèle. Mais en tout cas, mais vous faites Pledge of Allegiance. Il y a le drapeau, vous chantez. C'est pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, à l'école française, et là, il faut bien le déterminer. Qu'est-ce que c'est ?